mais en tout cas, je trouve très intéressante cette démarche de, 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 de sortir de l'école, comme vous dites, parce que je pense que toute institution, si elle cherche à uniquement se penser avec les gens en interne, on tourne en rond. Et donc, je pense, alors ça prend toujours du temps, mais pour moi, oui, c'est très salutaire, cette démarche. Donc voilà. Donc oui, on peut faire ça. Et moi, j'avais, là, quand je venais, je circule en vélo. Moi aussi. Et pour moi, ah oui, d'accord. Le vélo est toujours le moment où je pense. Et donc, je disais, bon, voilà, comment je pensais un peu autour de ce titre que je trouve très beau que vous avez donné de réenchanter l'école. Et donc, comment je pouvais réagir tout en étant extérieur à l'école. Parce que, bon, je suis dans l'éducation, mais pas du tout dans l'école. Donc, voilà, j'ai pensé deux ou trois idées. Et voilà. Et puis, si vous voulez, on fait un autre temps sur l'encyclique. Bien sûr. Donc, moi je pensais, si j'aimais ce terme de réenchanter l'école, c'est parce que je trouve qu'aujourd'hui on est dans une société où tout se pense en termes des droits et des devoirs. On est un peu le juridique, la juridisation, comme on dit, voilà, est devenue un peu imposante. Et c'est vrai qu'on a des droits et des devoirs, mais voilà, vous voyez, pour tout, on porte plainte. Voilà, si le médecin se trompe, on porte plainte. Si le prof a une attitude qui n'est pas correcte, on porte plainte. Si on achète un produit qui n'est pas de bonne qualité, on porte. Donc, on réfléchit et on agit en fonction des droits et des devoirs. Et je pense que quand vous dites réenchanter, vous dites autre chose que des droits et des devoirs. Alors évidemment, l'école apprend les droits et les devoirs. Elle doit être un lieu avec des normes où justement on apprend aussi les droits et les devoirs de chacun. Mais pour moi, quand vous dites réenchanter, vous dites il y a quelque chose d'autre et qui pour moi est l'essentiel de la vie. Alors justement, c'est beaucoup plus difficile à définir, mais qui donne justement le goût de vivre. Et qui n'est pas uniquement défendre son précaré voilà, et faire respecter ses droits. Oui, voilà, la vie bonne. Donc voilà, donc c'est pour ça que le terme réenchanter l'école, moi je trouvais très, très intéressant parce que tout de suite, ça met dans un niveau qui n'est pas celui de résoudre des problèmes, du fonctionnement, mais on touche directement l'essentiel. Alors, par rapport à ça, je dirais trois choses alors, mais qui sont un peu en lien avec mes références, mes lieux de réflexion, et que pour moi, je pourrais mettre clairement dans le cadre de l'école. La première, ça serait, quand je pense à l'école, je pense très vite vient ce mot qu'on utilise souvent, qui est celui de transmission. Parce que normalement, c'est vrai, l'école et tout établissement d'éducation est un lieu où on transmet des connaissances. Mais je pense que ce n'est pas la vocation centrale de l'école, celle de transmettre. Et moi, je dirais que c'est plutôt... alors, il y a une figure avec une anecdote que je raconte dans le livre que j'aime beaucoup, qui est liée à l'idée de livrer passage. Et cette idée de passeur. Et en fait, c'est une anecdote toute simple, mais que pour moi, m'a fait beaucoup réfléchir. En fait, je l'avais lu dans un livre de Gabriel Ringlet. Il racontait qu'il y avait un prof d'artillerie et qu'il expliquait à ses élèves ce que c'était l'âme du canon. Et donc, il disait, le canon, c'est quoi ? En fait, c'est un trou avec du bronze autour. Parce que la partie la plus importante du canon, c'est le trou, c'est pas le bronze. Si le canon n'a pas de trou, ça ne sert à rien. Et donc, parce que sa mission, c'est de livrer passage. Et je trouve que c'est une image très belle, parce que je pense que je dirais que nous sommes tous des êtres, des hommes et des femmes troués. Et que le plus important que nous avons, c'est le trou. Et qu'avec ce trou, on peut soit le combler comme un réservoir où on met des connaissances,
soit justement permettre qu'il livre passage et qu'il puisse déclencher quelque chose qui est à l'intérieur. Et je pense que d'une certaine manière, l'école devrait être ce lieu qui aide à livrer passage, en fait, qui prend les trous des élèves, non pas comme des réservoirs à combler des connaissances, mais comme justement des potentialités, des promesses, des nouveautés. Et donc, voilà, c'est un peu ce que je dirais en premier. C'est vrai que c'est pas pour dire qu'il faut oublier la transmission. Je pense que la transmission est importante, mais si on réduit l'école uniquement à de la transmission, pour moi, on passe à côté de l'essentiel. Et donc, l'essentiel et le réenchantement, pour moi, c'est de l'ordre, oui, du livret passage et de l'ordre de la promesse, en fait. C'est comment on dit, l'école, c'est un lieu où on vient parce qu'on croit que chaque individu est porteur d'une promesse et on l'aide à la déployer et à la développer. Donc voilà le premier. Le deuxième point, c'est un peu cette question de l'alliance et le contrat. Aussi parce que, vous voyez, je pense que cette idée, l'école pourrait être pensée avant tout comme un lieu de contrat. Évidemment, il y a des normes, il y a un contrat entre les étudiants et les enseignants, entre les parents et les enseignants. Donc, il y a plein de contrats et sont nécessaires les contrats parce qu'il faut, ça donne un cadre, voilà, et ça permet de travailler ensemble. Mais ce que je dis souvent entre ces différences entre contrat et alliance, c'est que le contrat est fondé sur la méfiance. C'est-à-dire le contrat, on fait un contrat avec quelqu'un quand on veut se protéger des risques qu'il peut me faire encourir. Donc c'est quelque chose qui est très bon, le contrat, parce que ça protège notamment le plus faible. Dans toute relation, il y a toujours quelqu'un qui est plus puissant et quelqu'un qui est plus faible. Donc le contrat est très bon. Mais je pense que les relations humaines ne peuvent pas se réduire uniquement à des relations contractuelles. Et je crois que l'école devrait être aussi un lieu où on apprend l'alliance, c'est-à-dire où on apprend que les relations avec les autres ne sont pas uniquement de concurrence. Et je pense que souvent dans l'éducation, on est très marqué par cette idée de voilà, il faut être le meilleur, avoir la meilleure note, pouvoir accéder à la meilleure école, voilà. Et que cette concurrence, justement, instaure des relations où, justement, on se méfie de l'autre. Donc, on le voit comme un rival, toujours l'autre. Et l'alliance est fondée, justement, pas sur la méfiance et la rivalité, mais sur la confiance. Et sur le fait de dire que je ne sais pas où l'autre peut m'emmener, je ne le sais pas a priori, mais je suis d'accord pour faire confiance, pour dire, voilà, il a quelque chose que je n'ai pas et ça vaut la peine de marcher ensemble. Donc voilà, comment on apprend ces relations d'alliance? Pour moi, ça suppose de penser d'une manière radicalement nouvelle l'évaluation, la manière de travailler, de transmettre. Donc voilà, parce que c'est l'alliance entre les élèves, avec les enseignants. Et c'est cette... oui, c'est comment, vous savez, la confiance, ça se décrète pas, la confiance se construit. Et pour moi, penser l'école dans la logique de l'alliance, ça veut dire, oui, comment est-ce qu'on pense, comment on évalue, par exemple, la confiance créée. Et est-ce qu'on peut voilà, on est plus dans le domaine de l'évaluation en termes d'évaluer des connaissances acquises, mais on est plutôt dans l'idée de reconnaître qu'est-ce qu'on a construit ensemble. Donc, plus que de l'évaluation, c'est de la reconnaissance. Bon, voilà, c'est un peu tout ça qui me suscite l'idée d'alliance dans l'école, à la différence du contrat. Et puis, le troisième, c'est un peu quelque chose aussi qui, à mon avis, est très important et que je pense parfois dans l'école, peut-être n'est pas, je ne sais pas s'il est à sa juste place, c'est tout l'apprentissage du collectif.
Je pense que c'est vrai que l'éducation en général, mais je le dis aussi parce que je suis à l'université, c'est exactement la même chose, on est évalué de manière individuelle. Et donc il faut encore une fois être, voilà, le diplôme est individuel, les notes sont individuelles, les compétences sont individuelles, et donc on apprend à déployer toutes les compétences individuelles. Et le collectif, pour moi, est souvent réduit à deux choses qui sont opposées, mais qui pour moi ne disent pas du tout ce qui est le collectif. C'est soit le collectif, c'est une manière de devenir plus fort, donc le collectif, c'est agrégation pour pouvoir devenir plus fort, ou le collectif, c'est sacrifice de l'individuel, c'est-à-dire voilà, on va dire oui, on est très responsable et on est attentif aux besoins des autres, donc on va s'engager, et l'engagement est pensé toujours comme un sacrifice et un renoncement individuel. Donc si on fait quelque chose pour les autres, c'est parce que je renonce à quelque chose d'individuel. Et je pense que le collectif, voilà, n'est pas ni l'agrégation qui permet d'être plus fort, ni le contraire d'un développement individuel. Et que c'est autre chose, et que c'est quelque chose justement qu'il faut le penser complètement articulé à l'individuel. Et donc, comment justement l'école pourrait aider justement à faire cette expérience du collectif comme, je dirais, comme communion. Vous voyez, pour moi, ce qui différencie un peu ce collectif force ou ce collectif sacrifice individuel, c'est cette idée de la communion, c'est-à-dire on est encore à nouveau dans l'alliance, si vous voulez. C'est l'idée que je me relie avec les autres, non pas d'une manière utilitaire, ni non plus d'une manière sacrificielle, mais je me relie avec les autres parce que c'est une source de vie pour moi individuellement. Donc, et pas d'une manière justement utilitaire, c'est parce que je ne peux pas me réaliser sans les autres. Et donc, voilà, comment penser l'école comme un lieu qui apprend la communion, qui apprend, vous voyez, donc communion, c'est vrai qu'il y a union, et l'union, parfois, on le pense toujours en termes de uniformisation. Et je pense que quand il y a des critères qui sont les mêmes pour tout le monde en termes d'évaluation, on est beaucoup dans l'uniformisation. Il faut rentrer dans le modèle, dans le moule. Il faut que, voilà, on sait bien quelles sont les meilleures compétences et pas les bonnes compétences. Et je pense que, voilà, il y a une autre chose à construire ensemble, si on pense l'école comme une école de vie, justement, c'est comment on construit société ensemble et comment on fait de la société pas seulement un lieu utilitaire, ni un lieu, ni une contrainte, mais comme un lieu justement où on apprend le goût d'être avec les autres, en fait. Donc voilà. Donc voilà, donc c'est ça ce qui me suscite l'idée de réenchanter l'école, c'est penser l'école en termes de promesses, en termes d'alliance et en termes de communion. Et pour moi, voilà, c'est pas, je ne l'oppose pas à l'idée de transmission, ni à l'idée de contrat, ni à l'idée d'individuel, mais je pense qu'il y a quelque chose d'autre, qu'il y a un déplacement à faire là. Alors pour nous à l'école, la question qu'on a envie de poser, c'est comment une économiste qui travaille l'économie arrive, fait le chemin vers ces idées qu'on reçoit évidemment particulièrement bien, vers l'idée de promesse. Enfin, on voit bien ce que vous nous demandez à l'école, on entend, on voit bien à quel point c'est aussi tout un chemin à faire pour l'école, qui n'est pas du tout sur ce modèle-là. On voit bien en quoi une école catholique se retrouve dans ce que vous dites, dans le bon sens, mais vous qui êtes une observatrice de la société, d'où ça vient ça? Enfin, on pourrait dire sinon c'est quelqu'un qui partage des convictions seulement. On pourrait le dire, vu de loin ou vite, si on lit le livre, on sait que non. Mais est-ce que vous pourriez dire un petit peu pour on pourrait réduire ça, vu de loin, à des belles intentions et des bons sentiments. On retraduirait. Alors que vous l'avez construit, vous, sur une analyse. Oui. Alors, c'est évidemment tout mon travail sur l'économie.
qui est né un peu je dirais, d'un peu d'une insatisfaction par rapport à un peu la représentation habituelle de l'économie, comme quelque chose qui se situe au niveau de la matière, c'est-à-dire de la production et de la consommation, et que je voyais que l'économie, en fait, c'était un lieu où se construit la vie, en fait, parce que vous voyez, dans la société, tout passe par des relations économiques, parce que c'est impossible de penser l'économie sans la dimension relationnelle, parce que dans l'économie, il y a toujours un consommateur et un producteur, un épargnant, un investisseur, un employeur, un employé. Voilà, c'est pas possible de penser l'économie sans la relation. Mais la relation n'est jamais au centre de l'activité de l'évaluation économique. C'est plutôt le résultat en termes de produits réalisés, de bénéfices réalisés. Et donc, moi, je pense que l'économie, voilà, ce que un petit peu j'ai fait l'expérience à travers mon travail en économie, c'est que le plus intéressant de l'économie était justement dans cette dimension relationnelle. Et que là, il y avait une puissance au niveau de la société qu'on prenait pas au sérieux. Et on évalue l'économie toujours en termes de richesse produite, de rentabilité financière, de croissance en termes de PIB. Mais on n'évaluait pas ce que ça produisait au niveau relationnel. Et voilà, et donc toute la question pour moi était de dire, mais qu'est-ce que ça veut dire de penser l'économie avec cette dimension relationnelle? Et donc, c'est là où la question de l'alliance, de la promesse et de la communion, pour reprendre les trois termes que j'ai utilisés tout à l'heure, pour moi sont devenus des termes qui me permettaient justement de dire quelque chose d'autre de l'économie, qui n'était pas centré sur le résultat, et notamment au niveau matériel et financier, mais qui permettait de dire comment l'économie était effectivement quelque chose qui permettait de vivre ensemble et de vivre mieux ensemble. Et donc voilà, en économie, évidemment, l'économie, c'est le royaume du contrat, en fait. Tout est géré et pensé en termes de contrat. Et c'est vrai que c'est très bien. Entre un employeur et un employé, s'il n'y avait pas de contrat, ça serait justement un gros problème pour l'employé qui probablement pourrait se faire avoir par l'employeur. Donc, le contrat est très bien. Mais pour moi, les relations économiques ne peuvent pas se réduire uniquement à un échange d'équivalence matérielle ou monétaire. C'est-à-dire, je donne ça et en échange, je te donne ça. Il y a quelque chose qu'on échange dans les relations économiques et qui est d'une autre nature que cet échange matériel ou monétaire. Et donc, voilà, c'est un peu penser toute activité économique comme un projet collectif, comme un projet commun, et comme quelque chose qui nous permet d'établir des relations avec, vous voyez, même en tant que simple consommateur, c'est tout à fait différent d'acheter les biens dont on a besoin dans les petits commerces de proximité où en général on va parler avec le commerçant, que d'aller faire les courses dans le grand supermarché où on parle avec personne, où on ne sait pas qui a produit le bien. Donc là, voilà, ça peut être le même bien, même le même prix, mais dans deux logiques qui produisent des choses complètement différentes en termes de société, en termes relationnels. Donc voilà, c'est un peu ça, pour moi, l'approche en tant qu'économiste. Alors ça, c'est pour l'alliance, pour la promesse aussi. Oui, j'allais vous poser la question. Parce que, vous voyez, en économie, tout est pensé. Alors, une chose qui est très importante dans la théorie économique un peu dominante, c'est de pouvoir bien anticiper l'avenir. Donc, il faut, voilà, on est dans la logique un peu de la sécurité et il faut anticiper, même nous parlons de prévision parfaite. C'est un terme qu'on utilise dans nos modèles économiques. C'est-à-dire
pour pouvoir faire une politique économique, planifier l'économie, il faut anticiper l'avenir et l'anticiper de la manière la plus sûre possible. Ça veut dire qu'on pense l'avenir toujours comme quelque chose qui est prévisible, et donc du moment qu'on pense qu'on peut tout prévoir, on ne laisse aucune place à l'émergence de nouveautés. Il n'y a rien de nouveau, et s'il y a du nouveau, il faut l'éviter. Donc c'est le risque zéro, vous savez. Et donc là, en fait, on ferme toute possibilité de nouveauté. Donc on est complètement au contraire de la promesse. La promesse, c'est justement, c'est pas le connu qui va arriver. La promesse, c'est accueillir l'inconnu, accueillir l'imprévisible. C'est faire place justement à le nouveau qu'on ne connaît pas encore. En économie, il n'y a aucune place pour ça. Et c'est quelque chose de très mal vu, et c'est une imperfection, et si justement on ne peut pas anticiper ce qui va arriver. Et donc, voilà, c'est comment on change là de logique et comment on pense l'avenir comme quelque chose qui n'est pas uniquement à encadrer, à anticiper, à prévoir, mais comme quelque chose qui peut être source d'une nouveauté radicale. Et vous savez, moi je m'inspire beaucoup pour penser l'économie dans toutes les pratiques de l'économie sociale et solidaire. Et moi, je vois que dans ces pratiques, il y a autant l'alliance, parce que les relations, il y a voilà, beaucoup de relations de confiance, mais il y a aussi beaucoup de place à la promesse. Parce que vous savez, c'est des petites choses où on tâtonne, où on explore, et où on se trompe énormément. Mais il y a cette approche positive par rapport à cet avenir qu'on essaie de construire, qu'on ne sait pas quelle forme ça va pouvoir avoir, mais voilà, quand on est dans cette attitude de l'exploration, du tâtonnement... c'est important pour vous, cet tâtonnement. Ah oui, je pense que c'est... Et vous savez, je pense, et là ça touche pour moi aussi l'éducation à l'école, je pense que... en France en particulier, il y a un peu l'horreur de l'erreur. Et je pense que les cultures anglo-saxonnes sont plus positives à l'égard de l'erreur. Je pense qu'il n'y a pas de nouveauté possible si on n'accepte pas de se tromper. Et que peut-être, alors je ne vais pas dire que la meilleure chose c'est de se tromper, mais on ne peut pas être dans une logique de création si on n'accepte pas, si on ne fait pas place à l'erreur. Vous savez, c'est Hannah Arendt qui fait la différence entre création et fabrication, et que j'aime beaucoup cette différence, parce que fabriquer, c'est justement ça, c'est prévoir, anticiper, avoir un plan et l'exécuter. Là, il n'y a pas de nouveauté. Elle dit la création, c'est plutôt le bricolage. C'est, voilà, quand on peut pas, on laisse, il y a un vide, il y a quelque chose qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner, on tâtonne. Et voilà, oui, je pense que le tâtonnement est très important. Et c'est ça ce qui donne place à la promesse. C'est quand on accepte... Ah oui, vous faites le lien entre les deux. Ah oui, voilà. Pour moi la promesse, c'est justement, c'est l'inattendu. Et donc, pour laisser place à l'inattendu, c'est de dire, accepter qu'on ne connaît pas tout, et que justement on avance en croyant qu'il y a un meilleur possible, en croyant qu'on va arriver à la terre promise, mais sans savoir où elle est, comment elle est et quelle forme elle va avoir. Et ça, en économie, c'est presque impensable. Et je dis, pour moi, c'est ça l'avenir de l'économie. C'est quand on accepte, évidemment, il faut planifier. C'est pas pour dire, bon, voilà, c'est l'anarchie, chacun, on fait ce... Non, il faut planifier, mais il ne faut pas réduire l'économie uniquement à ce qui peut être anticipé et planifié. Et donc voilà, c'est pour ça que j'associe tâtonnement, erreur et promesse. Voilà. Et puis il y a la question du collectif, où évidemment, là aussi, vous voyez, l'économie classique est pensée en termes de... alors, pour parler en langage économique, on parle de maximisation de l'intérêt individuel. Donc, la finalité première, c'est de permettre que chaque acteur, consommateur ou producteur, puisse maximiser son intérêt individuel. Si on est dans cette logique et dans cette rationalité de la maximisation de l'intérêt individuel, voilà, le collectif est complètement laissé de côté. Alors, c'est comme je disais, le collectif en économie, c'est souvent l'agrégation
des comportements individuels. Donc c'est complètement instrumental, je dirais. C'est une logique uniquement d'agrégation. Ou on dit oui, le collectif, c'est ok, je fais place à des intérêts collectifs, mais donc ça va être toujours au détriment de l'intérêt individuel. Et donc, c'est de dire, est-ce qu'il y a une autre manière de penser le collectif en économie? Et là encore, je pense que on ne sait pas donner de la valeur à ce qui est collectif. Vous voyez, la valeur en économie, c'est la valeur marchande. Et la valeur marchande, c'est la confrontation, c'est le résultat de l'offre et la demande. Donc, des préférences individuelles de consommateurs et de producteurs qui vont se croiser. Donc, on ne donne pas du tout de la valeur à ce qui est collectif ou à ce qui est, encore une fois, relationnel. Et donc, pour moi, ça suppose de penser d'une manière radicalement nouvelle ce qui est la source de valeur des biens. Est-ce que la valeur d'un bien est déterminée uniquement par la qualité du bien ou par le prix auquel on va acheter ce bien, ou par, pour revenir à l'exemple de tout à l'heure, acheter une baguette à la boulangerie ou l'acheter au supermarché, c'est peut-être la même baguette avec le même prix de marché, mais l'acheter dans un lieu ou dans l'autre, ça crée des choses complètement différentes en termes relationnels, en termes collectifs. À la boulangerie, peut-être on va parler avec les autres voisins, donc ça fait un peu de lien social au niveau territorial. Au supermarché, on peut aller comme des anonymes, des automates, donc ça ne crée pas du collectif. Eh bien, moi je pense que l'économie devrait être évaluée aussi en termes de ce qu'elle produit au niveau collectif, au niveau sociétal. Est-ce qu'elle permet de créer la société? Est-ce qu'elle permet de construire, de vivre ensemble? Ça on ne l'évalue pas dans l'économie. Et voilà, je pense que c'est quelque chose à tenir en compte. Ça suppose, alors, comme dirait le pape, penser à un nouveau paradigme. Oui, alors justement, le temps passe, mais est-ce qu'on peut prendre quelques minutes simplement autour de cette interpellation profonde, pas seulement sur l'écologie, mais justement sur ce nouveau paradigme qu'on lit dans l'encyclique, et vous en avez fait une lecture très fine. Est-ce que vous pouvez en partager quelques éléments qui vous paraissent, vous, essentiels, justement sur cet autre regard? Alors, moi, ce que je disais dans l'encyclique, c'était que alors, j'avais essayé d'identifier d'une part ce qui était pour moi un peu comme ce que j'avais appelé les centres de gravité, donc un peu les trois grands fondements, à partir desquels je disais il y avait trois notions un peu qui étaient redéfinies, et puis à partir de ces trois notions, il y avait ce que j'avais un peu nommé trois cris, trois appels. Donc les trois fondements, c'est d'une part quelque chose que le pape dit en permanence, c'est tout est lié, tout est lié, tout est lié. Donc cette idée que, vous voyez, c'est tout ce qu'on disait tout à l'heure avec le collectif, en fait, son point de départ, c'est l'interdépendance, et non pas on est des individus où chacun a des droits à respecter. Non, il part tout de suite de l'idée que tout est relié. Donc l'économie et le politique, l'individuel et le collectif, l'écologie, la nature et l'humain, donc tout est lié. Donc ça c'est comme un premier fondement anthropologique, je dirais. Deuxième fondement, c'est cette idée aussi qu'on oublie dans notre société, notamment en économie, que tout nous est donné. Et cette expérience première du don, c'est-à-dire la vie, on la reçoit, on ne l'a pas achetée. La nature et la terre dans laquelle on vit, on l'a reçue. On ne la mérite pas, ce n'est pas un dû. Et pourtant, on est dans une société où on croit qu'on peut tout acheter et que tout ce qu'on a, on l'a mérité ou pas. Eh bien, là, il nous rappelle quelque chose d'essentiel, c'est de dire, voilà, situez-vous dans la nature et dans la planète et par rapport aux autres personnes,
comme des gens qui avant tout ont reçu un don énorme. Et donc, vous voyez, c'est complètement différent comment on se situe face aux autres quand on se sent qu'on a reçu un cadeau que quand on a quelque chose qu'on l'a acheté. On n'est pas en propriétaire, mais on est en bénéficiaire de quelque chose qui nous a été donné. Donc, c'est ce fondement du don. Et puis, le troisième, c'est l'idée... alors, quelque chose que j'ai appelé un peu l'idée de cette expérience de la fragilité. Parce que bon, le pape, il est très marqué par l'expérience de la pauvreté, et ça c'est quelque chose, c'est aussi un axe pour lui permanent. Et ce que je trouve très beau dans cette encyclique, c'est comment il a relié la fragilité de la terre et la fragilité humaine. Et il dit, aujourd'hui, la pauvreté, la clameur des pauvres est la même que celle de la terre qui a été abîmée et complètement dégradée par l'homme. Et donc, comment... voilà, là, il y a comme une fragilité de base qui se trouve à tous les niveaux. Et encore une fois, ce que je trouve très beau, c'est cette idée que la fragilité, ce n'est pas un problème à résoudre, mais voilà, aujourd'hui, cette limite qu'on a atteint au niveau naturel, mais qui est la même qui existe au niveau humain, c'est peut-être une occasion, une opportunité pour inventer quelque chose de nouveau. Et vous voyez, pour moi, ça se traduit dans cette encyclique qui est à la fois quelque chose de dramatique, parce qu'il dit avec une force énorme la situation un peu tragique dans laquelle on se retrouve, et en même temps c'est un cri de joie, en fait, c'est la joie et la louange. Donc voilà, donc pour moi il y a quelque chose de ce type-là qui est lié à la fragilité. Donc voilà les trois fondements, et je disais, en lien avec ces trois fondements, il y a trois notions. Alors par rapport à tout est lié, il y a un peu cette notion qui est au centre de l'encyclique de l'écologie intégrale. Voilà, je trouve là que c'est une petite génie du pape, parce que vous savez, parfois dans la question écologique on oppose l'écologie humaine et l'écologie naturelle. Et là, il parle d'écologie intégrale pour dire, encore une fois, tout est lié, c'est-à-dire intégrale, ça veut dire, ça intègre les dimensions humaines et les dimensions naturelles. Et donc, voilà, on ne peut pas penser l'un sans l'autre. Donc, cette idée d'intégrale, qui pour moi, ça renvoie à l'idée de développement intégral, qui est un peu un grand fondement de la pensée sociale de l'Église. Donc, voilà. Humain et naturel sont complètement interdépendants. Par rapport à l'idée que tout est donné, pour moi, c'est un peu tout ce qu'il dit en termes de l'évangile de la création. La création, il y a toute une théologie de la création dans l'encyclique. Et pour moi, cette création est fondée sur cette idée, sur cette expérience première du don. Avant tout, penser la création, c'est se reconnaître comme quelqu'un qui a reçu un don énorme. Donc voilà, donc là il y a toute l'idée de création. Et puis la fragilité, je la mettais en lien avec quelque chose qui est aussi central dans l'encyclique, que c'est l'idée de dialogue. Tout le chapitre qu'il fait sur les actions sont formulés en termes de dialogue. Dialogue au niveau international, dialogue au niveau national, dialogue entre économie et politique, dialogue entre science et religion. Donc, voilà, je trouve, c'est un peu ça ce que je voulais dire quand je disais la fragilité, c'est pas un manque à combler. La fragilité, c'est quelque chose qui devrait créer des relations nouvelles. Et donc pour moi, voilà, je trouve très belle cette posture de dire, face à ce problème qu'on a aujourd'hui, autant au niveau écologique qu'au niveau social, la solution, il n'y a pas de solution toute faite. Ce qu'il faut, c'est créer des espaces de dialogue. Vous voyez ce qu'il dit par exemple avec les OGM. Il ne dit pas c'est bon ou c'est mauvais. Il dit très clairement tous les risques qu'il y a par rapport à ça, mais il n'y a pas de condamnation comme ça absolue.
ce qu'il invite, c'est à mettre ensemble les gens qui ont des intérêts différents, qui ont des postures différentes, et à construire ensemble. Donc voilà, je pense que cette attitude du dialogue est pour moi centrale, et je trouve que là, il y a quelque chose de très fort au niveau, encore une fois, au niveau anthropologique et au niveau social. Et puis voilà, je disais, il y a 3 appels, et donc par rapport à la crise, à l'écologie intégrale, il y a cet appel à la conversion écologique, et je trouve ça aussi comme expression très forte, parce que quand on dit conversion au niveau spirituel, c'est se convertir. Oui, c'est souvent associé uniquement au niveau spirituel. Parler de conversion écologique, ça veut dire, et il le dit très clairement, ça veut dire changer de style de vie, ça veut dire penser autrement l'éducation, ça veut dire penser autrement le modèle économique et politique. Il est très dur par rapport un peu. Il dit, en plus, attention, à l'écologie, c'est pas simplement changer quelques habitudes. Voilà, on va trier les déchets, on va dépenser un peu moins d'énergie. C'est pas ça. Il y a un changement, comme il dit, de paradigme. Donc il y a tout ça dans conversion écologique. Donc voilà. En tout cas, si vous voulez, ce que je trouve, même cette notion de crise, de conversion écologique, pour moi, rejoint un peu les 3 dimensions aussi, c'est-à-dire cette idée de dialogue, cette idée de création, et cette idée d'écologie intégrale. En fait, je pense qu'il y a voilà. Ouais, j'avais noté gratitude, créativité, enthousiasme. Ah oui, parce que dans la crise écologique, dans la conversion écologique, il dit, en fait, il dit, ça touche 3 choses. C'est d'une part la gratuité, justement le don, le fait de se sentir, se reconnaître comme quelque chose qui nous est donné. Donc cette expérience de la gratitude. Il y avait il y a l'enthousiasme, c'est la création, et la deuxième c'était créativité, l'enthousiasme. Ah oui, communion. Et la créativité, c'est-à-dire oui, alors il y a la créativité, l'enthousiasme, c'est-à-dire, voilà, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure pour moi en termes de création et pas de fabrication. Et puis il y a cette idée de communion, justement. Il dit, il n'y a pas de conversion uniquement individuelle. La conversion est collective et communautaire. Et je trouve que là, c'est très fort aussi, parce que c'est vrai que quand on parle, nous, de conversion, on pense à des chemins individuels, à des parcours individuels. Et là, il dit, attention, il n'y a pas de conversion qui ne soit pas communautaire. Alors, l'universitaire que vous êtes, l'observatrice, on va s'arrêter là. Cette révolution culturelle qui est évoquée dans l'encyclique, vous la voyez en chemin? Elle est devant nous? Vous en voyez des signes? Parce que souvent c'est des petits signes, mais vous sentez des choses? Parce que comme l'école est complètement enfermée sur elle-même, elle se regarde, elle n'écoute pas ce qui se joue ailleurs. Ouais. Est-ce que vous voyez des choses? Alors, je vois beaucoup de signes. Je vous disais, je travaille dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Et moi, je dirais là, je suis absolument émerveillée mais c'est impressionnant là. Alors, ce sont tous des petits signes, mais il y a une créativité. Il y a alors voilà, créativité, enthousiasme, confiance. Tout ça, on le retrouve dans toutes ces pratiques. Et donc, pour moi, tous ces gens aujourd'hui qui sont en train d'inventer des choses nouvelles, qui acceptent justement de se tromper et de redéfinir et de recommencer. Pour moi, c'est énorme.
Alors, je vais pas faire l'inventaire des pratiques de l'économie solidaire, mais vous voyez, quand je pense les choses qu'on a mis en place, c'est incroyable. Le commerce équitable, qu'aujourd'hui tout le monde le connaît. Je pense que toutes ces logiques aujourd'hui qu'on a réussi à monter, où le petit producteur à l'autre bout du monde peut être presque en lien direct avec le consommateur ici, et de supprimer un peu toutes ces chaînes d'intermédiaires qui sont finalement ceux qui s'enrichissent avec le commerce. Mais moi, je trouve que c'est absolument énorme. C'est d'être arrivé justement à créer une logique commerciale qui n'est pas celle aujourd'hui dominée par ces grandes entreprises qui sont les entreprises commerciales. Et quand je pense au niveau de la finance, là, c'est impressionnant les pratiques au niveau de la finance. Tout ce qu'on appelle la finance solidaire, les cigales, les fonds de partage, c'est-à-dire toutes les pratiques aujourd'hui financières, et Dieu sait si la finance aujourd'hui est au cœur un peu de notre système économique, qui nous permettent de voir que la finance n'est pas mauvaise en soi, mais que la vocation de la finance, c'est justement de pouvoir permettre à l'économie réelle de se développer. Et bien, toutes ces pratiques-là, aujourd'hui, sont pour moi, vous voyez, quand je vois les cigales, au niveau du quartier, un groupe de personnes qu'au lieu de mettre son argent dans la banque pour avoir l'intérêt le plus élevé, ils mettent leur argent ensemble et disent on va faire appel à des porteurs de projets qui n'arrivent pas à trouver de crédit dans la banque. Et on va investir cet argent que nous avons, c'est des petits capitaux, dont des petits porteurs de projets. Mais pour moi, ça c'est un signe énorme, énorme. Partout, on entend dire mettez l'argent ici, que c'est comme ça vous allez assurer votre retraite, votre avenir et celle de vos petits-enfants. Et là, il y a des gens qui, d'une manière... Alors là, c'est le risque total, parce qu'il n'y a rien qui assure. On fait confiance à quelqu'un qui a envie de créer quelque chose et qui n'a pas les moyens financiers de le faire. Mais pour moi, ça, c'est un signe énorme. Et je pense... Et vous voyez, à un niveau, alors, un niveau... si vous voulez, plus important, plus macro. Mais je pense à des choses, par exemple, au niveau écologique. Ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui dans toutes les grandes villes européennes avec les vélos publics, le Vélib à Paris, il y a 20 ans, on aurait dit, mais c'est une folie de faire ça. Mettre des vélos publics, mais moi je le pensais, quand j'ai entendu qu'ils allaient commencer à faire ça, je dis mais il n'y a pas la place à Paris pour faire ça. Et puis ça demande une organisation, comment on va le faire? Et aujourd'hui c'est une réalité. Donc voilà, je dis il y a énormément de signes de ce pour montrer que quand on veut, on peut mettre en place des choses complètement différentes. Et voilà, et je pense qu'il y a la capacité humaine est énorme. L'imagination humaine est énorme, mais il faut la laisser se déployer. Le problème, c'est que voilà, souvent on nous fait rentrer dans des moules, on nous fait croire voilà, qu'il y a des sentiers qui sont déjà définis et qui voilà, je pense qu'il y a tellement peu de place dans notre société pour livrer l'imagination, inventer du nouveau. Ouais, je pense que l'école devrait être un lieu justement qui développe la capacité d'imagination des gens. Parce qu'on ne nous laisse pas imaginer. Et je pense que c'est quand on voit ce qu'on a été capable de faire, pas seulement au niveau technologique en fait. Je pense qu'on est regardez les AMAP. Aussi, on peut dire, mais il n'y a aucune technologie dans les AMAP. C'est simplement quelqu'un qui a eu l'idée de dire
on va mettre ensemble un groupe de producteurs et un groupe de consommateurs. Vous voyez, ça va à l'encontre de tout ce qui est la société de consommation. On paye à l'avance ce qu'on va acheter pendant toute l'année. Au lieu, on ne ferait jamais ça au supermarché. On va tous les jours, le même jour de la semaine, au même endroit, voir les mêmes producteurs. Ça va complètement à l'encontre de dire j'achète comme consommateur ce qui me convient et je ne me voilà c'est pas toujours le même consommateur, le même producteur. Donc ça va on a changé complètement la logique de consommation pour dire quand on consomme, ce qu'on cherche, c'est pas uniquement satisfaire mes besoins et dépenser le moins d'argent possible, mais la consommation, c'est un moyen d'établir des liens avec d'autres. Et on a mis en place ces AMAP. Vous voyez, c'est énorme. Je dirais aussi, jamais on aurait pensé en ville, encore en milieu rural, voilà, on a plus l'habitude d'aller acheter chez le producteur, mais en ville, d'établir ces systèmes d'interdépendance entre consommateurs et producteurs. Donc oui, moi je pense que les signes sont énormes. Et puis vous voyez aussi, je dirais, pour moi une autre chose, c'est les jeunes, puisque voilà, on dit aujourd'hui beaucoup, la jeunesse ne s'engage plus, ils sont chacun pour soi, et il n'y a plus de capacité d'engagement. Moi, ce que je vois autour de moi, c'est exactement le contraire. Le problème, c'est que nous jugeons les jeunes avec nos modèles et nos manières d'engagement. Mais eux, aujourd'hui, ils ne s'engagent pas comme nous. Ils n'adhèrent plus à des partis politiques ou à des mouvements ou à des associations. Ils ne sont plus dans cette idée d'appartenance à un collectif dans la durée. Mais ils ont une capacité d'engagement que moi, je suis admirative. Enfin, ils ont une capacité de s'investir dans ce qu'ils décident qu'ils vont s'investir avec une énergie et une créativité, mais bien plus grande que celle que j'avais à leur âge. Mais l'année prochaine, ils vont faire autre chose. Et l'année d'après, autre chose. Et pour eux, c'est ça, être fidèle à la vie. C'est ça, c'est pas de rester dans le même groupe tout le temps, mais c'est de pouvoir trouver chaque année quelque chose qui donne du sens à leur vie dans un parcours qui se construit au fur et à mesure. Donc voilà, moi quand je vois ces jeunes avec cette capacité impressionnante d'investissement, moi je dis oui, pour moi ça c'est un signe de promesse. Un immense merci, on a quand même été long, j'en suis oui. désolé. Non, ça va. Pour moi c'est de l'or.